Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anne Léger. Je suis courtier immobilier depuis 8 ans. Ça fait 3 ans que je suis à la direction de Sutton. Évidemment, je suis, pour ceux qui ne savent pas, je suis la fille de François. J'ai fait mes classes. Je ne suis pas ici seulement parce que je suis la fille de François. Donc, c'est ça, mon expérience à moi. J'ai travaillé pendant quelques années comme courtier pour Sutton, mais seule. J'ai travaillé ensuite dans une équipe pendant 3 ans au niveau des acheteurs, comme France disait. Puis cet après-midi, pour ceux qui vont être présents, je vais vous faire la formation comment travailler avec les acheteurs. Fait qu'on va pouvoir passer à travers le vif du sujet. Aujourd'hui, la formation, c'est une formation sur l'organisation. On a monté cette formation-là, si vous voulez, ça fait peut-être 1 an ou 2 parce qu'on réalise que, dans le fond, c'est un des volets qui est très, très, très important de votre travail puis qui est souvent passé sous silence puis que des fois, il y a des choses qui ne vous sont pas expliquées. Il y a des choses qu'on va vous dire qui vont peut-être vous sembler banales. Il y a des choses que vous allez peut-être prendre à cœur, mais je pense que c'est primordial de passer à travers ces étapes-là ensemble. Donc voilà. Donc en commençant, mais pour gérer son temps, c'est un défi. Puis je pense que c'est un très gros défi comme étant travailleur autonome. On ne punche pas à 8 heures puis on repunche à 5 heures. C'est pas ça notre travail. On se lève le matin puis on est laissé à nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça qui est probablement le plus difficile de notre travail. Parce qu'on doit remplir notre journée de façon efficace. C'est très, très facile de remplir notre journée de façon non efficace, d'arriver au bureau, de jaser avec tout le monde, puis de penser que finalement on a fait 8 heures de travail, mais finalement on n'a rien fait dans notre journée. Ça arrive à beaucoup de courtiers. Fait que mon objectif à moi, c'est de vous montrer comment vous créez des objectifs, de les fixer sur une base, vous allez voir, sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, comment se fixer des objectifs puis comment les maintenir. Donc ici, bien, pour vendre, il faut inscrire. Pour inscrire, il faut solliciter. Pour solliciter, inscrire et vendre, il faut un horaire structuré avec des plages horaires que je vais vous montrer. Le défi, évidemment, comme je vous disais, c'est de respecter son horaire. C'est probablement ça qui va être le plus gros défi dans votre quotidien. Mais je peux vous dire, comme il est écrit après, si vous êtes capable de vous faire un horaire puis de respecter au minimum 70% de votre horaire, on est capable de vous garantir que vous allez atteindre vos objectifs. C'est prouvé, là, vraiment. Puis moi, je parle des petites missions. Ça, c'est moi qui est arrivée avec ça. Je vais vous dire, mes petites missions, je trouve ça assez merveilleux. Parce qu'on a tendance, des fois, à se dire, bon, aujourd'hui, je vais faire, ou cette semaine, ou ce mois-ci, je vais faire 300 appels, je vais faire... Puis, tu sais, des fois, ça a tellement l'air gros comment on se l'impose que moi, je suis partie la mode des petites missions. De dire, aujourd'hui, je vais faire, si moi, la prospection, ça me fait peur, aujourd'hui, je vais faire 2 appels. 2 appels. Mais à la fin de la journée, je vais être contente parce que ça va être une petite mission que je vais avoir accomplie. Puis demain, je vais me sentir un petit peu plus en confiance, mais je vais peut-être en faire 3 appels. Fait que moi, je force, pas du tout, je force pas personne, mais j'encourage les courtiers à se faire des petites missions. Puis même pour ceux qui ont participé à nos événements, les blabla, est-ce que vous savez c'est quoi les blabla? Non. Nos avant-midi, on organise ça une fois par semaine dans les bureaux. C'est un avant-midi qui a une genre de caravane virtuelle, puis après ça, on a un petit sujet, un petit thème, une petite mini-formation qui est donnée. Puis à chaque fin de blabla, je dis avec les gens qui participent, on se fait des petites missions. Fait que je dis la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quand on se rassoit ensemble, ça va être quoi ta petite mission? Puis il y a des courtiers d'expérience qui n'ont pas peur de me dire, Marcel, tu as participé, tu le sais, qui n'ont pas peur de dire, moi, je veux faire 4 appels. Parce qu'il y a des courtiers d'expérience qui ne font même pas ça. Puis ils arrivent 2 semaines après, puis ils ont fait leurs 4 appels, puis ils sont fiers d'eux autres parce qu'ils n'en auraient même pas fait un s'ils ne s'étaient pas donné des petites missions. Fait que, puis on va revenir aussi sur une base quotidienne de faire des petites missions, mais gardez ça en tête, les petites missions. Les petites missions à Anne. Ça, je veux vous montrer, évidemment, c'est très difficile à voir, mais c'est un plan d'affaires stratégique qu'on a créé pour vous. On a passé de nombreuses heures là-dessus. C'est un plan qui, dans le fond, se déterminer. Moi, je veux faire 100 000 par année. Je veux travailler 44 semaines dans une année. Puis, je travaille tel secteur. Les maisons sont à peu près à cette valeur-là. Les taux de commission sont à peu près à cette valeur-là. Puis, la façon, on détermine qu'est-ce que vous voulez faire comme activité de prospection. Si c'est du porte-à-porte, si c'est travailler les expirés, travailler un marché cible. Bien là, ça détermine qu'est-ce que ça vous tente de faire. Puis, combien d'activités vous devrez faire par semaine pour atteindre votre objectif de 100 000 par année en travaillant 44 semaines. Évidemment,
évidemment, c'est assez complexe, puis je vous suggère pour ceux qui sont intéressés de remplir cette grille-là, de prendre rendez-vous avec un des directeurs. Puis on va se faire un plaisir de bâtir cette grille-là avec vous, puis on va vous la remettre. Puis on passera à travers tout ça avec vous, parce que pour chacun, ça va être différent, évidemment. Excuse-moi, Anne, sur l'intranet? Non, elle n'est même pas sur l'intranet. Puis je pense qu'on la met sur l'intranet? Éventuellement. On va la mettre. Éventuellement, elle va se retrouver sur l'intranet. Mais je vous avoue, pour l'avoir monté, là, toute l'équipe de direction ensemble, c'est pas quelque chose que vous allez faire toute seule, du moins pour la première fois. On le suggère de le faire avec nous pour vous assurer que vous le faites de la bonne façon. Par la suite, vous pourrez le faire vous-même annuellement, là, dire je prépare mes objectifs pour l'année, je prépare mon plan stratégique. Mais on pourra la rendre disponible, je ne vois pas d'inconvénient, pas du tout, la rendre disponible sur l'intranet, on l'ajoutera. Les plans. Puis là, je vais vous montrer, comme je disais tantôt, des plans annuels, des plans mensuels, des plans hebdomadaires et des plans quotidiens. Quelqu'un qui est très structuré va faire tout ce qui est écrit ici. Moi, je vous suggère de ça va peut-être être difficile de suivre à la lettre tout ça, mais essayez de retenir certaines choses et rentrez dans votre horaire certaines des choses que je vous mentionne ici. C'est quelque chose qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Puis je vais vous dire le contenu de ce que je vous présente là, parce que ça ne date pas d'hier d'être un courtier immobilier ou d'être un agent immobilier de s'organiser, ça date des immeubles légers. Les immeubles légers, pour ceux qui ne savent pas, c'était avant Sutton, c'était avant, je pense, écoutez, moi, c'est ma grand-mère qui a parti ça en 1973, fait que ça date, là. Fait que c'est pas d'hier qu'on vous montre comment vous organiser, c'est de l'information qu'on a mis à jour quand même un petit peu. Donc, les plans. Le plan annuel. Quand? Bien, évidemment, c'est une fois par année. Une durée de 1 à 5 jours. Bloquez ces journées-là à votre agenda. Est-ce que c'est dans le temps des fêtes? Est-ce que vous, votre plan annuel, vous le faites au mois de juin? Est-ce que, tu sais, dans le fond, comment vous calculez votre année? Ça, c'est libre à vous. Est-ce que c'est à partir de la date que vous êtes rentré? Vous avez commencé le 1er B? Bien, fait que la dernière semaine du mois d'avril va toujours être votre semaine de planification pour l'année suivante. Ça, c'est libre à vous. Fait que dans comment se faire notre plan annuel, bien, on procède à une analyse rigoureuse de l'année qui vient de s'écouler, évidemment pour quelqu'un qui a de l'expérience ou bien pour quelqu'un qui commence, bien, il peut faire une analyse rigoureuse de ce qu'il veut avoir dans sa prochaine année. On analyse nos performances antérieures, nos forces, nos faiblesses, nos succès, nos échecs, puis les causes de nos succès et nos échecs. Je pense que c'est bon de s'arrêter puis de dire « Oh mon Dieu, j'ai réussi à faire tant de transactions, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Comment je l'ai fait? Puis j'ai manqué ma shot, puis il est arrivé plusieurs transactions qui sont tombées, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment? » Vraiment d'analyser rigoureusement ce qui s'est passé. Je pense que ça va vous aider à trouver des solutions puis à vous améliorer pour l'année suivante. Formuler vos objectifs pour ces 4 domaines clés. Bien, comme on a montré dans le plan d'affaires stratégique, il y a votre chiffre d'affaires, il y a le nombre de semaines que vous désirez travailler, il y a des objectifs personnels, parce que je pense qu'on en a toutes, de dire, ben moi, je veux faire 2 voyages par année, moi, je veux faire mon terrassement chez nous, je veux... propre à vous, vous avez vos objectifs personnels. Puis les frais d'exploitation, exemple, le budget publicitaire, ou ben moi je vais avoir, bon, je signe un go-courtier, fait que je vais avoir 60 $ par mois qui est un go-courtier. Je veux être aussi dans l'option Laurentide, j'investis tant. Fait que dans le fond, juste de se faire un bilan pour l'année, puis de vraiment se structurer pour l'année à venir sur ces différents thèmes-là. Pour chaque objectif que je viens de vous nommer, ben les objectifs à atteindre, il y a les échéances, les stratégies requises, les activités à accomplir, les responsables. Bien, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider là-dedans? Est-ce que vous travaillez en équipe? Puis les budgets, comme je vous disais, s'il y a lieu, pour un budget, si c'était un objectif personnel de dire, bien, moi, je veux m'en aller en voyage, bien, je suis prête à mettre 3 000 sur mon voyage. Bon, bien, c'est sûr qu'il va falloir que je gagne tant dans mon année pour arriver à réaliser tous mes objectifs. Donc, grosso modo, c'est ça le plan annuel. Moi, je pense, puis je vais vous dire, je connais des courtiers d'expérience qui font cet exercice-là à chaque année de s'asseoir et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux changer, est-ce que je vais prendre moins de semaines de congé, plus de semaines de congé, est-ce que je me vise plus haut cette année, comment je vais faire pour viser plus haut. Je pense que c'est important que vous vous assoyez puis que vous faites cette perspective-là, parce que selon moi, quelqu'un qui fait le travail de courtier immobilier à temps plein ne peut pas juste voguer et dire ben, cette année, je sais pas ce que mes objectifs, je verrai bien qu'est-ce que c'est. Ben, vous pouvez en fait le faire, mais moi je pense que si on travaille de façon structurée, on va être pas mal plus, on va pas mal plus atteindre nos objectifs. Le plan mensuel, ben, je dis le dernier vendredi de chaque mois ou le premier lundi de chaque mois, en fait, c'est une proposition, mais on s'entend que c'est une fois par mois. La durée, bien, 1 à 2 heures qu'on bloque à notre agenda. Dans le fond, vous allez voir que le pattern se ressemble un peu, tu sais.
On procède à une analyse rigoureuse du mois qui vient de s'écouler. Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous fait face à de nouveaux problèmes, des nouvelles possibilités? Si vous n'avez pas fait face à vos objectifs, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Qu'est-ce que vous pourrez faire différemment le mois prochain? Examinez vos priorités et les objectifs trimestriels. Fixez vos objectifs pour le mois à venir, comme j'ai dit. Dressez la liste des activités que vous devez effectuer pendant le mois. Bloquez ces plages horaires à votre agenda, évidemment. Puis indiquez le temps requis pour chacune d'elles. Des trucs. Bien, planifiez les priorités les plus importantes au début du mois. Évidemment, puis je vais utiliser souvent ça, procrastiner. On a tendance à faire ça, nous les courtiers. Moi, je suis une très bonne procrastineuse. Puis je travaille très fort là-dessus, remettre à plus tard. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi procrastiner, c'est remettre à plus tard. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous prenez une résolution avec vous-même, puis vous dites que vous allez arrêter de procrastiner. Quand vous avez un appel, vous le retournez tout de suite. Quand vous avez une tâche à faire, vous le faites tout de suite. Quand il y a quelque chose que ça ne vous tente pas de faire, faites-les tout de suite, ça va être fait. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libéré. Fait que les tâches les plus pénibles, moi je le dis, faites-les au début du mois, puis c'est un petit truc comme ça. Laissez une certaine flexibilité à votre horaire, une marge de manœuvre, évidemment. Soyez pas ferme de dire, bon, ben moi, c'était vendredi matin qu'il fallait que je fasse telle chose, puis là, il y a quelqu'un qui veut prendre un contrat de courtage, puis là, vous dites, ben excusez, je ne pourrais pas être là, évidemment, on peut avoir une certaine flexibilité. Bon, je pense que vous êtes au courant que vous allez pas avoir le choix d'avoir une certaine flexibilité dans votre horaire. Aussi, Anne, j'ouvrirai une parenthèse là-dessus. Dans votre agenda, pas booker des rendez-vous mur à mur. Dire de 10h à 11h, j'ai une visite, de 11h à midi, j'ai telle chose. Espacez vos rendez-vous. Laissez une plage de temps entre les deux où vous allez pouvoir aller placer un imprévu. Donc, vous allez être beaucoup moins stressé et ça va vous faciliter la tâche. Oui, bon point. On dit communiquer votre plan dans le but d'obtenir du soutien. Bien, c'est sûr que des fois, ça peut être intéressant de dire à son mari ou à sa femme ou à son ami ou à un collègue, dire écoute, moi aussi, là, mon objectif, c'est ça. Puis c'est le fun parce qu'il peut avoir un niveau d'entraide puis comme d'encouragement. Puis puis t'es rendu où, tu sais, même avec la direction, arrivé avec mon directeur, hey, c'était moi aussi, là, je me suis fixé ça comme objectif. Fait quand je vais te croiser, je vais te dire, puis Anthony, t'es-tu rendu à ton objectif? T'es-tu content? Qu'est-ce que tu as fait? Non, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Je pense que ça peut être bon pour s'encourager. Puis en fait, quand on communique notre plan, c'est un peu comme si on doit rendre compte. Hein? Fait que ça nous oblige à travailler peut-être un petit peu plus fort. Déléguer tout ce que vous pouvez, évidemment, dans la mesure du possible. Quand il y a des choses que ce ne serait pas à vous de faire, n'hésitez pas à déléguer. Puis là, je prends un exemple comme ça, mais tu sais, des fois, le monde dit « Ah, ben, il faut que j'aille peinturer mon deck, nanana, ce mois-ci. » Tu sais, ça ne fait pas partie de vos tâches comme courtier immobilier. Si vous êtes capable de déléguer, puis si vous êtes capable d'évaluer que vous valez un salaire de 50 de l'heure, 75 de l'heure, bien, vous êtes aussi bien d'engager quelqu'un qui va aller peinturer votre deck à 25 de l'heure, puis d'aller faire de la prospection, puis de gagner des sous. Fait que dans ce sens-là, déléguer le plus possible les activités qui n'ont pas de lien direct ou qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Le plan hebdomadaire, bon, ben quand le vendredi PM ou le lundi AM, ça c'est dans le fond le plan pour la semaine, 30 à 60 minutes, bloqué à votre agenda évidemment. Examinez d'abord les objectifs du mois, fixez les objectifs pour la semaine, qu'est-ce que vous allez devoir faire, tracez les activités, bloquez ces plages horaires à votre agenda, puis encore une fois, ben, laissez-vous une marge de manœuvre comme François dit, pour pouvoir rentrer certaines choses, parce que si vous allez booker mur à mur, ça va être difficile. Concentrez votre énergie sur une priorité à la fois, groupez les activités semblables dans le même moment. Puis ça, je vous dirais, c'est quand même assez important, dire retourner un courriel, faire un suivi, aller un peu sur Facebook, mettre à jour votre page, retourner un autre courriel. Moi, ce que je vous dirais, puis je vous encourage de faire, c'est de dire, bon, ben je m'assois, je passe 1 heure à retourner mes courriels. Après ça, je vais passer 1 heure à faire des recherches pour mes acheteurs sur Matrix. Puis groupez ça, vous allez pouvoir être plus efficace que faire un petit peu de chaque, un petit peu n'importe quand. Le plan quotidien, ben c'est là qu'il rentre, je pense, les petites missions de ce que je vous disais tantôt. Fait que le matin ou le soir pour le lendemain, c'est plus ou moins 15 minutes. On établit nos petites missions. Fait que demain, je regarde mon agenda, c'est quoi que j'ai planifié, c'est quoi ma mission pour demain. Ma mission pour demain, c'est de faire 1 heure de téléphone, je veux avoir un rendez-vous. C'est ça ma mission. Fait que de vous bloquer ce temps-là. Puis, en fait, c'est aussi pour vous préparer pour le lendemain. Fait que si demain, vous avez pensé faire la sollicitation porte-à-porte, bien, peut-être juste de préparer vos choses, préparer où est-ce que vous allez vous en aller, tout ça, que quand vous allez commencer demain matin, vous vous levez, vous partez pour votre prospection, vous savez déjà où vous en allez, vous savez déjà c'est quoi vos objectifs en tête pour la journée.
Ne pas procrastiner, je le dis, je vais le redire. Partez votre journée. Si au pire, c'est de faire de l'exercice puis vous voulez vous en débarrasser, levez-vous à 6 heures le matin, faites 1 heure de sport, de jogging, ça va être fait, ça va être fini. Après ça, faites ce que vous voulez moins faire en premier, là, vous allez voir l'énergie que ça donne, le bien-être d'avoir accompli les choses rapidement. Grouper les activités semblables au même moment, dans le fond, ça se dédouble. Là. Éliminer les dérangements, fermer son cellulaire, fermer sa porte quand vous êtes dans des moments où est-ce que vous faites de la prospection ou vous êtes dans des moments où est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose puis vous ne voulez pas être dérangé parce que faire un peu de retour de courriel, puis là, le téléphone sonne, puis là, on répond à quelque chose, puis là, mon Dieu, qu'on se rappelle plus c'est quoi qu'on est en train de faire, de se remettre dedans, des fois, ça prend du temps. Fait que permettez-vous des fois d'avoir un time-out. Pas une journée complète, évidemment, là, parce que comme courtier, vous savez tout que c'est pas évident de fermer son cellulaire longtemps, mais permettez-vous ça. Utiliser un crayon à mine, ça c'est le truc de France, hein, parce que dans le fond, c'est un bon truc, c'est que souvent votre horaire change. Hein. Fait que d'écrire vos choses à la main, puis des fois, puis là, oups, il y a des choses qui s'enchantent. Utilisez le crayon à mine. Sauter une ligne que je trouve importante, de respecter son biorythme. Ouais. Si on vous dit, là, dans nos exemples, que vous devez à 7h30 le matin être sur Matrix, puis vous êtes une couche tard, vous pouvez le faire à minuit, minuit et demi, puis le lendemain matin, vous levez plus tard, puis décaler ce que l'on vous dit. Là, mais c'est vraiment l'important, c'est de respecter votre biorythme. On vous suggère des plages qui sont fonctionnelles, mais adaptez-le à votre biorythme. Les tâches d'un courtier, je vous ai mis des exemples de tâches de courtier. Pour vous, il va en avoir plus, pour certains, il va en avoir moins. Il y en a certaines que vous ne ferez peut-être pas là-dedans, mais je veux vous donner un exemple des tâches qui devraient remplir votre agenda. Tonintranet.com, ce que je pense qui est comme le point de départ de votre journée. On a créé cet intranet-là. C'est une bibliothèque virtuelle. Toute l'information qu'on a à vous consacrer, elle est sur l'intranet. Quand il y a des nouvelles formations, des nouvelles informations, les vidéos de motivation, tout y est. Fait que moi, je vous suggère de commencer votre journée en allant sur ton intranet. À partir de là, vous pouvez lancer votre journée parce que vous allez dans vos liens utiles, puis vous pouvez aller dans vos courriels, dans Matrix. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de débuter votre journée avec tonintranet.com. Je marque 5 jours semaine, à peu près 10 minutes par jour. Prospection, pour ceux qui vont en faire, 3-5 jours semaine, 1 à 3 heures par fois. Préparation pour la prospection, 3-5 jours semaine, à peu près 1 heure, parce qu'évidemment, ça prend de la préparation avant de faire votre prospection. Fait que ces deux-là vont ensemble. Matrix, connaître les nouveautés, les vendus, les expirés. En fait, ça, je pense que c'est une obligation que vous devez à tous les jours. Puis moi, je le faisais le matin. À tous les matins, j'allais sur Matrix et puis je regardais c'est quoi le secteur que je travaillais. Nous autres, on couvrait à peu près 10 municipalités. Fait que j'avais une recherche qui était enregistrée. Je regardais dans Matrix ma recherche, je regardais tout ce qui venait d'embarquer sur le marché, tout ce qui avait été vendu, puis tout ce qui était expiré. Puis on voit au fil des jours, tu sais, ah oui, ça a été inscrite la semaine passée, déjà vendu, ah oui, ça a été expiré. Vous devez de connaître votre marché par cœur, vous devez, puis ça va être beaucoup plus facile pour vous quand vous allez rentrer dans une propriété de faire une évaluation ou d'avoir une opinion de la valeur de la propriété quand vous connaissez les valeurs de votre secteur. Des recherches pour les clients acheteurs, évidemment, dépendamment si vous en avez, combien vous en avez. J'ai marqué à peu près 5 jours semaine à raison de 30 minutes. Lecture, retour de courriel, évidemment, 7 jours semaine à raison de 30 minutes. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser une journée passer sans réponse de courriel à un client parce qu'on le sait, les clients, puis on va en parler cet après-midi, les clients, c'est pas ce qu'il y a de plus fidèle. Hein? Fait que vite, s'ils n'ont pas de retour d'appel, ils vont vite sauter au prochain courtier sur leur liste. Des suivis, ce qui est primordial dans votre horaire, faire des suivis avec vos clients acheteurs, des suivis de vos dossiers vendeurs, dire à vos vendeurs, oui bonjour, ça fait un an, ça fait une semaine, un mois vous êtes sur le marché, j'ai eu tant de demandes de visite, il y a eu tel commentaire, faire des suivis avec eux autres, parce que dans le fond, évidemment, quand vous prenez une inscription, là, vous les laissez pas, s'il n'y a pas de visite, vous les laissez pas dans le néant jusqu'à temps que le contrat expire, vous faites des suivis avec eux autres, c'est très important. Des visites, des suivis pour la prospection. Quand vous avez fait de la prospection, comme François vous a montré tantôt, il va y avoir des suivis à faire par rapport à la prospection. Fait que là, ça, j'ai mis 5 jours semaine à raison d'1h30. La gestion administrative de vos dossiers, qui est probablement le volet que vous allez haïr le plus, mais le volet quand même assez important parce que si vous êtes bien classé, ça travaille beaucoup mieux. Donc, gérer votre paperasse et votre comptabilité. On ne le voit pas, là, mais je pense sur vos feuilles, vous le voyez bien. Je pense que c'est juste le diaporama qui se...
Fait que j'avais marqué une demi-journée par semaine. Moi, j'avais pris l'habitude de me bloquer le vendredi après-midi, j'arrivais chez nous, puis là, je prenais tous mes papiers, puis là, je me classais ça. Puis c'était beaucoup plus évident pour moi quand il venait de faire mon rapport trimestriel ou quand il venait de temps de chercher des documents dans un dossier client. Tout était à la bonne place. J'ai marqué optionnel les réseaux sociaux. Il y en a qui sont mordus à ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Fait que pour ceux qui le sont, par contre, je pense que vous devez être présent à temps plein. Fait que, tu sais, vous ne pouvez pas juste être là une fois de temps en temps, ça n'aura pas d'impact si vous êtes là une fois de temps en temps. Fait que pour ceux qui veulent utiliser les réseaux sociaux comme méthode de prospection pour se faire valoir, bien, je marque un 5 jours semaine minimum à raison de 10 minutes. 10 minutes. Il faut être prudent avec les réseaux sociaux. Je trouve ça bien qu'Anne précise 10 minutes parce que j'ai des courtiers que je vois sur Facebook et selon les textes qu'ils écrivent, là, tu peux voir qu'ils sont des heures et des heures sur Facebook. Soyez structurés. Vous allez mettre un lien, vous allez écrire un message positif, une information sur les taux hypothécaires, mais c'est dangereux de se laisser aller voir des amis, puis un tel a écrit ça, puis une autre a dit ça, puis je vais aller porter mon commentaire. Puis il est rendu, vous avez commencé à 7 h, il est rendu 10 h, vous n'êtes pas encore habillé, vous êtes sur l'ordinateur à vous promener sur Facebook. Soyez prudents, utilisez-le intelligemment. J'ai marqué obligatoire, temps libre pour conserver un équilibre, temps personnel, sport, temps famille. Écoutez, partez pas en fou, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis on le répétera jamais assez parce que comme courtier, des fois, il y a moyen de se perdre puis de travailler des heures de fou. Mais permettez-vous du temps libre, c'est ça qui va faire votre équilibre, c'est ça qui va faire que vous allez aimer votre travail puis vous allez vouloir continuer longtemps. Puis permettez-vous des places de sport, permettez-vous des places pour faire du temps personnel, peu importe ce que vous faites, du scrapbooking, du spinning, faites ce que vous voulez, mais permettez-vous ces temps-là dans votre agenda. Je vous le dis, c'est primordial. Puis là, j'ai fait un peu un ratio, dans le fond, si on calcule tout ça, si un courtier qui ferait de la prospection puis qui travaille de façon très structurée, travaillerait en moyenne un 7h30 par jour. Fait que c'est quand même pas si pire que ça quand on regarde ça. C'est un travail à temps plein pour faire, en fait, le salaire que vous voulez. Puis ça, c'est avec un 3 heures de prospection par jour. Là. Vous réalisez que ça, si vous faites 3 heures de prospection par jour, là, vous allez atteindre vos objectifs haut la main. Puis là, je vous ai mis un exemple d'horaire, vous le voyez probablement mieux dans vos feuilles, mais tu sais, je vous ai mis un genre d'exemple de comment on peut diviser notre journée avec les tâches que je viens de vous montrer avant. Non, c'est très petit, Anne, on va en imprimer un. C'est très petit, d'accord. On va en imprimer un, puis on va vous le remettre parce que je l'ai visionné ce matin, c'est Anne qui l'a créé, je l'ai visionné et c'est très intéressant, puis ça peut donner des bonnes idées comment se structurer. Donc, je vais vous en imprimer un. Puis c'est important de se structurer, on ne le dira jamais assez. Anne l'a dit au début, si vous êtes structuré et que vous suivez votre horaire, ne serait-ce qu'à 70 %, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, c'est très important de se structurer. Je vais vous sortir un autre point. Les courtiers. Il y a combien de courtiers qui travaillent 7 jours sur 7? C'est inadmissible. On ne devrait pas travailler les 7 jours sur 7. Et pourquoi ils travaillent 7 jours sur 7? Parce qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir travaillé des journées complètes. J'ai fait faire le test, j'ai demandé à des courtiers dans un blabla, ce que vous devriez faire, là, demandez-vous le matin, à partir de 8 heures, qu'est-ce que j'ai fait? À toutes les heures, posez-vous la question. À 8 heures, bon, OK, j'ai fait ça. À 9 heures, j'ai fait ça. À 10 heures. J'ai une courtier qui a été assez honnête pour dire, ben écoute, je suis arrivée au bureau, j'ai jasé avec la réceptionniste. Après ça, je suis passée, j'ai pris un café avec un tel. Finalement, à 11 heures, elle n'avait pas encore travaillé. C'est ce qui fait que les courtiers travaillent 7 jours sur 7 parce que le samedi puis le dimanche, ils se sentent coupables puis ils mettent encore des heures puis ils n'ont pas travaillé plus. Soyez sur la coche, soyez dans votre horaire. Puis le plus grand défi, c'est Ose Coaching, je ne le cache pas, là. Samir qui disait, le plus grand défi que vous allez avoir à faire, c'est de rester sur votre horaire. C'est très important, c'est la clé du succès. Parce que là, dans l'horaire qu'Annie nous a présenté, là-dedans, là, ça ne tient pas compte des déplacements qu'on fait en auto pour rechercher, des visites. Il y a des grosses plages pour si peu, là, mettons, réseaux sociaux.
Tu sais, c'est sûr que j'ai pas mis tous les déplacements, Non. mais évidemment... Non, mais il y ce a que du je temps veux pour dire, faire c'est que ça ne s'arrête pas à 37h30 par semaine. Là. Ce que tu as figuré équivaut à peu près à 37h30. Mais quand tu ajoutes tout ce qui n'a pas été mis là, Oui, mais là, c'est parce que je parle de si quelqu'un fait 3 heures de prospection par jour. Ça, je parle de quelqu'un qui fait tout ça à la lettre. Puis comme on dit tantôt, ben, si on est capable de respecter à 70 dans la réalité, vous ne serez jamais capable de faire 100 votre horaire. Là. Même moi, même France, moi j'en ai un horaire. Là. Le lundi matin, je suis supposée à être au bureau, ou le lundi après-midi, j'étais au bureau de Saint-Jérôme. Le mardi matin, j'ai mes blablas à Saint-Sauveur. Le mardi après-midi, c'est mes rencontres à Saint-Sauveur. J'ai le jeudi à Sainte-Adèle. J'ai mes horaires, mais évidemment, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui veut me rencontrer, je vais modifier mon horaire. Mais au moins, j'ai un horaire, j'ai une structure. Fait que quand je pars ma semaine, le plus possible, j'essaie de respecter mon horaire. Puis c'est certain que je finis ma semaine en ayant réalisé pas mal proche de mes objectifs parce que je me suis... C'est une structure flexible, dans le fond, là. Tu sais, c'est une structure qui va être probablement semblable à toutes les semaines puis que vous allez mettre à votre rythme, selon vos objectifs, selon vos besoins. L'idée d'être structuré comme ça, c'est que vous ne voulez pas vous retrouver comme la majorité des courtiers en mode réactif. Tu n'as pas rien planifié. Toute la semaine, tu cours. Tu es en mode réaction. Oh, il veut visiter. Oh, il faut que j'aille là. Tu es toujours en réaction. Tandis que si vous êtes structuré, vous allez être proactif. Quelqu'un vous demande une visite, la personne vous appelle le lundi matin, veut une rencontre avec vous, vous le savez, vous n'êtes pas disponible l'après-midi. Vous allez offrir le lundi soir ou mardi après-midi. Vous allez avec votre plage horaire, vous offrez vos disponibilités, vous ne vous laissez pas gérer votre temps par un autre courtier. Vous gérez votre temps. C'est sûr que quelqu'un qui veut inscrire une propriété, vous lui avez offert lundi après-midi ou mardi soir, sachant que vous aviez quelque chose, puis non, il peut seulement lundi soir. C'est là le crayon à mine. Là, c'est le temps de sortir le crayon à mine. Je ne refuserai pas une inscription, efface. Et ce que tu devais faire, tu reportes dans une autre plage. Tu ne l'abandonnes pas, tu l'effaces. Il faut que tu le reportes. Vous allez être structuré, puis vous allez être proactif au lieu d'être réactif. En résumé, si tu ne gères pas ton temps va te gérer. Exactement. Et si tu veux pas, et tu veux pas te faire gérer par ton temps, tu vas virer fou. ton temps va te gérer, puis les autres vont te gérer. Les autres, aussi. okay. Les autres vont surtout Ils sont te gérer. très capables de gérer ton temps, les autres. Liste du matériel requis, ça peut avoir l'air banal, mais on s'est permis de vous faire une liste du matériel requis, un peu comme quand nos enfants rentrent à l'école au mois de septembre. Mais c'est tous des outils ou des choses qu'on trouve importantes. Je m'excuse, c'est écrit petit, hein? Je ne sais pas si vous voyez quand même bien, là. Si je fermais, on peut-tu fermer une lumière peut-être? Je pense que c'est pour la vidéo que ça risque d'être un peu plus. Mais est-ce que vous voyez bien sur vos feuilles? Oui, les feuilles, oui. Donc, on marque évidemment crayon surligneur, brocheuse, trombone, élastique, des cartables pour tenir, je vais vous montrer tantôt pourquoi les cartables, des livres de notes. Moi, je vais vous montrer, écoutez, moi, je suis hyper techno quand même un peu, là. Je veux dire, j'ai mon iPhone, moi, tout mon agenda, tous mes rendez-vous sont dans mon iPhone, puis tout ça. Mais moi, je travaille avec un livre comme ça, puis j'en ai parti un autre. Mais moi, ça, c'est ma vie, là. J'ai un petit livre de notes dans lequel j'écris absolument tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est à faire, que ça soit des visites, que ça soit rappeler un client, que ça soit... Tout ce que j'ai à faire se trouve à être ici. En fait, c'est mon to-do list géant, si vous voulez. Puis à toutes les fois que c'est fait, en fait, je le raye, puis je passe au prochain. Fait que de cette façon-là, je suis capable de voir à un coup d'œil qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Puis je vais vous dire, il y a beaucoup, je pense que même France, elle a adopté la technique, puis c'est la seule façon de ne rien oublier, parce que si vous commencez à prendre des notes sur un papier, puis vous parlez à quelqu'un au téléphone, puis oui, je vais vous envoyer ça, puis là, puis que c'est là, puis c'est là, puis c'est là, puis s'il y en a un petit peu dans votre agenda, puis il y en a un petit peu ailleurs, vous allez vous perdre, puis à un moment donné, vous allez échapper de l'information. Moi, je vous suggère fortement d'avoir un cahier, ou bien si vous êtes plus web, faites les web, il n'y a pas de problème. Pas web, là, mais techno, là, plus ordinateur ou iPad ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est une technique qui fonctionnait très bien pour moi. Le to-do list, là, ça, comment tu le sépares? Tu le sépares sans section? Je ne le sépare pas. Tu le mets tout dedans? Je mets tout. Ouais. Okay, je mets ça à fil. Fait que, puis, tu sais, comme, je vais retourner, puis je vais toujours aller voir qu'est-ce qui n'a pas été rayé. Ah mon Dieu, OK, j'ai oublié de faire ça. Je te jure, au point tel que je mets mes listes d'épicerie là-dedans. Là. Moi, tout est là-dedans. Puis il n'y a pas d'ordre. Tu sais, c'est comme, j'ai fait mon épicerie, je l'ai
pareil, parfait, on passe à d'autres choses. Là, dans la tête, Tout. J'organise la fête à ma fille, toutes les données sont là. C'est comme, tout est là. Quand je cherche quelque chose que j'ai à faire, ben ce que j'ai à faire dans mon cahier, faut pas que je le perde, par exemple, ça va aller mal. Mais tout est là. Des perforeuses 2 trous, 3 trous, on va vous montrer aussi tantôt comment monter vos dossiers, pourquoi des perforeuses 2 trous. Des post-it, ça peut toujours être pratique. Des chemises 8,5, 14. Même si les formulaires qui s'en viennent sont des 8,5, 11, je vous suggère d'avoir des fiches 8,5, 14 à cause des certificats de localisation, des actes de vente, tout ça, qui se trouvent être encore des 8,5, 14. Des chemises suspendues dans vos classeurs, des chemises suspendues dans lesquelles vous pouvez mettre vos dossiers. Des attaches à broche, je ne sais pas si tu en as-tu apporté un? Regardez. Une attache à broche, c'est comme ça ici. Donc, je vais vous montrer tout de suite la troueuse à 2 trous. Vous allez perforer vos dossiers. Vous avez un petit clip en métal qui va passer à travers le dossier. Vous mettez vos documents à l'intérieur, puis vous refermez avec les petites oreilles ici. Si vous voulez le voir à la pause, vous viendrez le voir de plus près. Du papier 8,5 11, du papier 8,5 14, des classeurs, un classeur ou bien des caissons pour mettre vos chemises suspendues, vous mettre vos dossiers. Des fois, quand on commence, on n'en a pas tant que ça, fait que juste des petits caissons, ça peut faire la job. Mais à un moment donné, un classeur pour mettre vos différentes choses, ça peut être plus pratique. Je marque des étiquettes ou un P-Touch. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'un P-Touch, ça fait des... juste comme un petit clavier, puis ça sort des étiquettes laminées, puis que vous pouvez identifier vos dossiers avec ça. Moi, c'est parce que j'aime ça quand c'est tout fait bien clair, là, jusqu'à la main. Des boîtes avec couvercle, j'en ai pas apporté, j'ai oublié de les apporter aujourd'hui, mais ça, c'est ma technique. Mais vous pouvez avoir vos techniques, mais moi, je vous donne la mienne parce que dans le fond, ça l'aide quand on commence puis qu'on ne sait pas trop parce que vous allez en avoir des factures, des dépenses, des choses qui s'en vont pour votre TPS, votre TVQ, puis il y a des choses qui s'en vont pour vos impôts personnels. Il y a des choses qui sont à classer. Moi, chez moi, j'avais des boîtes quand je rentrais, puis il y en avait une qui ça disait TPS, TVQ. Fait que tout ce qui allait être des factures que j'allais pouvoir passer dans mes dépenses, tout ça, je mettais ça là-dedans. Tous mes rapports, toutes mes factures que je recevais de la comptabilité Sutton, je mettais ça là-dedans. Fait que quand j'arrivais à la fin de mon trimestre, je savais que tout était là, je prenais ça, puis ma paperasse était bien classée. Tout ce qui est impôt, même encore aujourd'hui, tout ce qui est impôt, moi, à partir du début de l'année, j'ai une boîte, puis tout s'en va là-dedans. Fait que quand je prépare mes papiers pour l'année prochaine, j'ai juste à prendre cette boîte-là où est-ce que tout est condensé, puis tout est à la bonne place. Fait que c'est un truc, vous ferez comme vous voulez, mais des fois, c'est difficile de se classer puis de mettre toutes les choses parce que si on met nos factures de dépenses, de CGM là, puis là, après ça, j'ai mes factures de bureau là, puis là, après ça, quand vient le temps de faire vos choses, puis que tout est classé à des places différentes, mais de tout regrouper ça, ça peut être un peu plus pénible. Peux-tu faire une suggestion? Oui. Moi, le système que j'ai depuis plusieurs années, j'ai des grands rangements dans mon bureau et j'ai des cartables pour tout. Tous mes cartables sont alignés, puis sont identifiés sur le côté. Donc, un cartable, ça va être marqué revenu de l'année. L'autre cartable, ça va être vraiment un gros cartable divisé en 12 mois. Puis là, aussitôt que je reçois une facture, ça s'en va dans le mois en question. Fait que quand tu veux faire ta remise TPS, TVQ, si tu le fais pas à l'informatique au fur et à mesure, bien, tu prends tes factures des 3 mois, puis tu peux extraire tes TPS. Puis les cartables, c'est que c'est accessible, tu sais, si tu les as c'est proche, tu as ça sur une tablette, c'est clairement identifié, ça prend pas de place comme avoir plusieurs boîtes. Fait que tu tires ton cartable, puis tu fais ce que tu as à faire dedans, tu le remets à sa place. Fait que tu te retrouves avec 6-7 cartables, mais chacun est identifié. Il y a plusieurs bonnes méthodes. Trouvez les méthodes qui sont bonnes pour vous. Hein. Je pense que c'est juste d'adapter les choses selon comment vous aimez être organisé. Je parle des Ziplocs, ça a l'air drôle, mais moi, j'avais mes 4 trimestres étaient dans un Ziploc. Mes 4 trimestres, mes déclarations, là, le papier du gouvernement avec toutes les factures, je rentrais ça dans un Ziploc géant. Les grands Ziplocs, je le fermais. Fait qu'à la fin de l'année, j'avais mes 4 Ziplocs avec tous mes dossiers comme ça. Au fur et à mesure aussi, j'avais des petits Ziplocs que je gardais mes factures. Puis le but du Ziploc, c'est parce que les factures, maintenant, avec le temps, l'écriture s'efface, mais elle est maintenue. En tout cas, ça se conserve mieux dans un Ziploc. Un petit truc comme ça. Congélateur. Pardon? Congélateur. Au congélateur. Congélateur. C'est la meilleure affaire. Mais on est rendu avec 4 congélateurs chez nous, là. Mais dans le fond, là, son fameux Ziploc, là, c'est chaque trimestre, puis elle va mettre son rapport TPS, TVQ dedans. Puis les factures, Anne, dans le Ziploc, oui, ils sont protégés, mais tu disais lors de l'autre formation
pour se faciliter la tâche, quand elle dit à toutes les semaines, elle fait sa comptabilité pendant 3 heures, toutes les factures sont séparées. Là. On parle essence, restaurant, papeterie, tout est séparé. Elle encercler la date, parce que c'est ça qui est difficile à voir. Là. Si vous êtes, au bout de 6 mois, vous classez les factures, là, où est-ce qu'elle est la date. Puis, donc, c'est le même principe que le cartable. Chacun sa façon. C'est le même principe que le cartable, sauf que c'est dans un Ziploc et tout est classé par date. Mais c'est vrai, ça. Prenez l'habitude, quand vous avez une facture, encerclez la date, encerclez le prix, parce que vous l'avez probablement déjà fait ou vous allez le faire, là, les factures d'essence, il n'y a pas une date qui est à la même place, il y a pas... Puis là, on est tout en train de chercher, puis mon Dieu, c'est une perte de temps, fait que de le faire au fur et à mesure, ça peut peut-être vous aider. Des enveloppes de différentes grandeurs, puis je dis des claviers numériques pour les gens qui ont des ordinateurs portables, parce que vous allez pouvoir des fois rentrer des numéros de MLS, c'est plus rapide sans avoir un clavier numérique. Ça, c'est juste des petits trucs pour vous rendre la tâche un petit peu plus évidente. Organisation des dossiers inscription-vente. Comment se classer? Je pense que c'est important d'être classé dans votre ordinateur au niveau de vos documents. C'est important d'être classé dans votre ordinateur au niveau de vos courriels. Puis c'est important d'être bien classé dans vos dossiers papier. Puis ça se répète. Hein? Puis au niveau des courriels, moi je vous dirais, puis là je ne l'ai pas nécessairement écrit ici en détail, mais dans vos courriels, vous devriez avoir une section travail, une section personnelle. Puis dans la section travail, il devrait y avoir vos clients sous mandat, des clients acheteurs. Il devrait y avoir tous les courriels que vous allez recevoir de la comptabilité Sutton. Classez vos choses aux bonnes places. Laissez pas vos boîtes de courriels rentrer avec tout plein de stock. Puis là, vous ne savez pas. Quand vous recevez un document qui est en lien avec une de vos inscriptions, allez le classer à la bonne place. Puis des fois, ça peut être long de se classer comme ça, mais comme moi, par exemple, à tous les jours, quand je reçois un courriel, je le lis, OK, est-ce que je le conserve? Je le conserve. Si je le laisse dans ma boîte de réception, c'est parce que je dois y répondre, je dois agir par rapport à ça. Mais habituellement, moi, dans ma boîte de réception, j'ai pas plus qu'une trentaine de courriels. Les autres sont tous classés ou bien ils sont délités. Puis ça, c'est un truc que je peux vous donner pour être encore mieux organisé. Encore une fois, dans votre ordinateur, vous devez être classé. Encore là, dans vos documents. Moi, comme à la façon dont je travaille, j'ai un dossier travail, un dossier personnel. Dans le dossier travail, j'ai les vendeurs sous mandat, j'ai mes acheteurs, j'ai comptabilité Sutton si je veux enregistrer mes factures. Mais dans le dossier vendeur sous mandat, j'ai le 1, 2, 3, 4 rue de la Rue, je l'inscris avec l'adresse. J'ai tous les documents, l'acte de vente, j'ai tous mes documents qui ont été scannés. Parce que moi, je les scanne, puis vous allez pouvoir les ajouter à la saisie à la source, fait ce qui est préférable. Là. Et puis, il y a tous mes documents. Les photos sont là par rapport à la propriété. Je sais pas, quand je vais dans mes photos, j'ai pas 1 million de photos de plein de maisons différentes, puis je sais pas qui est où. C'est des trucs. Classez-vous, vous allez vous retrouver beaucoup, beaucoup plus facilement. Ça risque de vous sauver énormément de temps. Je pense que j'ai passé à travers ça. Les dossiers, vous le verrez, les dossiers vente, classez-les par... les dossiers, dans le fond, si c'est des acheteurs, vous les classez par le nom de famille des acheteurs. L'organisation des dossiers inscription-vente, donc des dossiers papier pour chaque dossier à sa couleur, comme France a là tantôt. Faites-le comme vous voulez. Là, je marque, par exemple, toutes mes inscriptions sont des dossiers jaunes, toutes mes ventes sont des dossiers rouges. Je peux-tu intervenir ici? C'est peut-être plus facile à comprendre puis à assimiler si je vous le montre papier. Mais dites-vous que le principe papier, c'est le même principe que vous allez mettre en application dans votre ordinateur. Premièrement, idéalement, vous avez 2 couleurs de dossier. Tu as pris des couleurs bleues et rouges. Là. Le dossier de vente va être d'une couleur, le dossier d'inscription va être d'une autre couleur. Pourquoi? Quand ils sont classés, c'est facile à voir. Et aussi, vous êtes pressé, vous avez un appel, vous avez 4 dossiers sur votre bureau, c'est un client inscripteur qui vous appelle, c'est facile d'aller voir, de repérer le dossier. Donc, côté efficacité, rapidité. Les dossiers sont montés, évidemment, les dossiers vont être séparés. On parlait d'un classeur. Idéalement, un classeur 3 tiroirs. Vous avez un tiroir où vous allez avoir vos inscriptions, un tiroir où vous allez avoir vos ventes, puis un tiroir où vous allez avoir vos acheteurs. Inscription d'une couleur, vente d'une autre couleur et acheteur d'une autre couleur, un dossier beige que vous pouvez récupérer. Si on parle de classement, là je parle de classement papier, mais dans l'ordinateur, la même chose. Vos inscriptions sont classées par adresse et non par nom de client, parce qu'on vend une propriété. Et ils vont être classés par ville.
Quand on parle de classement, je vais vous donner par ville en ordre alphabétique, Bellefeuille, La Fontaine, Gore, GHJKL, Bellefeuille, Gore, La Fontaine, Sainte-Sophie, Val-d'Or. Vous les mettez en ordre alphabétique de ville. Dans une ville, vous allez les mettre en ordre alphabétique de rue. On prend la rue Blondin, Cloutier, Roland, Zermatt, toujours en ordre alphabétique. Vous avez 3 propriétés sur la rue Zermatt, le 112, le 222, le 334. Vous comprenez le principe? L'autre point, quand vous allez travailler les dossiers d'inscription, dossiers de vente par adresse, un acheteur, c'est pas lié à une propriété encore, il n'a pas acheté une propriété. Les acheteurs vont être classés en ordre alphabétique de nom. Idéalement, vous écrivez son nom de famille au début et le prénom à la suite et vous les classez en ordre alphabétique. Ça, je ne vous expliquerai pas l'alphabet, je pense que vous devriez être correct. Dans le dossier, pour vous faciliter la tâche, les documents, vous les placez toujours de la même façon. Mon dossier ici, c'est un dossier d'inscription, Rivière-des-Prairies, avec l'adresse et le numéro MLS. Moi, j'aime bien avoir le numéro MLS au bout du dossier. Quand vous ouvrez le dossier, vous allez voir dans les formations futures, vous allez avoir des checklists, en français. Liste de vérification. Merci, liste de vérification. Vous avez une liste de vérification que moi j'aime bien l'avoir brochée du côté droit du dossier et je peux aller cocher tout ce qui a été fait dans le dossier et je vais aussi gérer mes accusés de réception, mes dates, mes délais de rigueur qui sont à respecter. Donc ça, c'est un très bon outil. Votre dossier, pour vous faciliter la tâche, vous allez l'avoir dans les prochaines formations. La semaine prochaine, vous allez avoir des formations plus approfondies sur le contrat de courtage, la promesse d'achat. Vous allez avoir ces formulaires-là. Vous allez aussi pouvoir les trouver dans l'intranet. Votre dossier, on parlait d'attache à broche tout à l'heure. Votre dossier est monté toujours de la même façon. Si on parle de virtuel, je vous suggère de placer vos documents toujours dans le même ordre aussi. Moi, je peux vous dire, sans même le regarder, parce que ça fait des années que je le fais de la même façon, vous avez la fiche descriptive. Ensuite, on a le contrat de courtage, l'ADV, l'acte de prêt, l'acte de vente, certificat de localisation, taxe municipale, taxe scolaire, toujours dans le même ordre. Facture de chauffage si vous les avez. Et à la fin, avant de signer le contrat de courtage, vous aviez fait un ACM, vous le mettez à la fin de votre dossier. Vous allez placer aussi des fax, des visites que vous avez faites avec le client avant, des choses que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous servir dans les derniers temps. Attache à broche, pourquoi? J'échappe mon dossier, je le perds, il est toujours dans le même ordre. Toujours dans le même ordre, pourquoi? Je me fais demander le certificat de localisation, je l'ouvre, je tombe directement sur mon certificat. Je suis chanceuse aujourd'hui. Je tombe directement sur mon certificat de localisation parce que j'ai une idée où il est là, dans le dossier. C'est la même chose si vous travaillez virtuel. On parle aussi d'un cartable. On est techno, la majorité des gens vont avoir un iPhone, vont avoir un iPad, vont avoir un BlackBerry. Vous allez avoir tous vos contacts là-dedans. J'ai des courtiers qui sont moins techno, qui travaillent manuel, mais j'ai aussi des gens qui sont techno, mais qui n'ont pas décroché de cette façon de travailler-là parce qu'elle est pratique. Tu souris, tu dois connaître quelqu'un qui travaille avec ça, toi. Un cartable avec toutes vos inscriptions à l'intérieur. Le truc, c'est que vous imprimez vos inscriptions détaillées courtier. Vous allez avoir le nom de vos propriétaires. Moi, je suis suggère de l'écrire aussi sur le devant. Vous avez toute l'information sur votre propriété. Vous êtes en voiture, on vous demande des renseignements sur la propriété. Rapidement, vous pouvez dire, oui, elle est située à tel endroit, il y a 4 chambres à coucher, il y a un foyer. Vous ne vous souvenez pas toujours de tous les renseignements. Vous les avez à portée de main. En haut de la page du listing, indiquez le nom des propriétaires, monsieur, madame. Madame, même si elle n'est pas propriétaire, on va indiquer son nom parce que elle va aussi vous accorder des visites. Les numéros de cellulaire de chacun des deux et le numéro à domicile. Vous avez remarqué que mon cartable, il est aussi en ordre alphabétique. J'ai placé Estérel, Mirabel, Prévost, tout en ordre alphabétique, même principe que mes dossiers pour me retrouver facilement. Je vous suggère, cependant, de ne pas le feuilleter, on a l'habitude, en conduisant, pour donner des informations. Ça se fait bien, par exemple.
Ben, dans le fond, dans la même lignée, après ça, le dossier de vente, comme France l'a dit, dans le fond, je pense pas qu'on a besoin de repasser à travers tous les points, mais encore là, comme on a dit, c'est une autre couleur, même que moi, j'avais tendance à dire, comme tantôt, France a dit, moi, les dossiers acheteurs sont beige. Je le rentrais dans un dossier rouge quand j'y étais rendu en dossier de vente, parce que dans le fond, je savais que j'associais un dossier de client à un dossier de vente. Faites-les comme ça vous plaît. Puis encore là, dans ce dossier-là, ben, j'ai les fiches descriptives, les copies de tous les formulaires, les documents relatifs à la propriété. Anne a sorti un point que je trouve le fun, c'est vrai. Vous êtes en inscription, là. Je veux dire, en vente. Vous avez un dossier de vente qui est rouge. Votre dossier d'inscription est bleu. Pendant que vous êtes en transaction, là, vous prenez votre dossier d'inscription, puis vous le gardez dans votre dossier de vente. Donc, les deux sont ensemble, vos papiers ne sont pas mélangés, puis vous avez le contrôle, vous avez tout en main. La transaction est terminée, le dossier de vente va aller se faire classer comme une vente, l'inscription va aller se faire classer dans les inscriptions comme une vendue. Vous êtes toujours en plein contrôle de vos documents. Exactement. Puis, ben, comme France a dit, de prendre l'habitude de classer vos choses dans votre dossier de vente, bien, la promesse d'achat, l'annexe A, l'annexe B, les annexes générales, mettre les modifications, les contre-propositions les plus récentes sur le dessus. Puis à la toute fin, comme tu as dit, ben, parce que moi, je pense que courtier qui représente, un courtier collaborateur ou un courtier qui représente l'acheteur, je pense qu'il y a des courtiers qui se doivent aussi de même faire des ACM. Fait que vous pouvez garder votre ACM dans le dossier avec tous vos autres documents, confirmation de fait, c'est tout. Le dossier acheteur, bien, comme on l'a dit tantôt, une autre couleur identifiée par nom de famille. Il y a des fiches clients que vous pouvez remplir qui sont disponibles dans l'intranet avec toutes les informations que vous voulez sur vos acheteurs. Évidemment, ça, c'est aussi disponible si vous travaillez sur Prospect, si vous êtes plus techno, vous pouvez rentrer toutes vos informations sur Prospect. Puis le conserver un historique de toutes les maisons visitées, bien, si vous travaillez sur Prospect, évidemment, cet historique-là va être conservé dans Prospect. Sinon, vous pouvez garder un historique papier si c'est comme ça que vous préférez travailler. Là, ici, je vais vous donner probablement l'outil le plus important de tout votre travail. Puis, en fait, même que nos courtiers d'expérience se doivent de revoir et relire ça. C'est l'aide-mémoire qui vous explique quoi faire avec vos dossiers quand vous venez de prendre une inscription ou vous avez une promesse d'achat. Lisez cette aide-mémoire-là. En fait, je ne vous l'ai pas rajoutée, là, je l'ai mis ici en exemple, mais elle est disponible sur l'Intranet. Imprimez-la, regardez-la, lisez-la tous les jours, répétez-vous-la. C'est primordial, les informations qui sont là. Vous devez, quand vous prenez une nouvelle inscription, de remettre votre dossier à votre adjointe dans le bureau avec tous les documents qui s'y rattachent. Vous avez une application. Nous, on a une obligation. Si on a des vérifications par l'OACQ puis qu'on n'a pas vos documents, on est dans le trouble, mais vous l'êtes aussi. C'est important d'être à date quand vous prenez une promesse d'achat. Puis dès que la promesse d'achat est acceptée, vous faites votre rapport de vente. Vous ne remettez pas votre dossier à l'adjointe quand les conditions sont réalisées. Vous remettez votre dossier à votre adjointe quand la promesse d'achat est acceptée. Même si les conditions y tombent, tout ça, nous autres, on doit garder dans nos registres les promesses d'achat qui sont acceptées, qui n'ont pas fonctionné. C'est très important. Mais écoutez, ça ne peut pas être mieux expliqué que ça. C'est assez complet. Allez dans votre intranet. Dans l'intranet, là, quand vous allez, tantôt on fera un tour de l'intranet, mais si vous allez dans la barre Rechercher puis vous tapez aide-mémoire, c'est le premier document qui sort, c'est ce document-là. À l'heure du lunch, je vais vérifier dans le cartable. Je l'ai inséré dans votre cartable. Ah, il est là. Ouais. Super. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez des interrogations sur votre organisation future. Super, vous allez tout être tout bien classé. Le rapport de vente, là, c'est nous qui devons le faire. OK. Puis, je sais qu'il y a des outils sur Prospect Pro pour le faire, mais Le rapport de vente est disponible. Prospect Pro. Pardon? Je me suis inscrite à Prospect Pro. OK. Là, je ne suis pas capable. J'essaye les outils. Puis là, ça me fait suivre parce que, là, mais les outils centrés, c'est comme l'outil du courtier immobilier, c'est vendredi après-midi, puis j'ai quelque chose qui vient de changer Vidéotron Belle pour Vidéotron. Mais ça, on pourra se prendre un rendez-vous, puis je te donnerai l'information que tu vas avoir manqué demain. Par contre, Prospect Pro, moi, je fais un survol de Prospect. Je vais aller surtout dans le Prospect de base. C'est sûr que je vais parler du Prospect Pro, mais la meilleure formation que vous ne pouvez pas avoir sur Prospect Pro, c'est d'aller voir leur formation sur YouTube. Ah, c'est ça, mais il y en a une en ce moment, en même temps que les formations ici. Il y a aussi des capsules que tu peux aller voir. Sur YouTube? Oui, oui. OK. Je vais vous en parler. Honnêtement, ils sont tellement bien expliqués, là, ça ne peut pas être plus clair.
Mais regarde, pour rajouter à ça, mais je voulais juste rajouter le rapport de vente est maintenant disponible sur Prospect de base, hein? Ça se peut-tu? Non? Non, en tout Pourquoi cas, je j'ai crois pas. Ok, Peut-être. Ça je serait à fonce vérifier. l'information. Sinon, il y a le rapport de vente Sutton est disponible sur votre intranet. Sinon, ceux qui sont Ok. abonnés à Prospect Pro, ils ont le rapport de vente de Prospect. Puis que vous soyez courtier, collaborateur ou inscripteur, vous devez de remplir un rapport de vente. Fiez-vous pas à l'inscripteur, même si c'est un autre courtier Sutton, pour faire le rapport de vente pour vous. Chaque personne doit faire son propre rapport de vente. Ça va? Merci. Excellent. Écoutez, on a un peu d'avance. Puis on ne peut pas devancer la formation de cet après-midi. On n'aurait pas assez de temps, non? Non, mais je peux pas la devancer parce qu'il y a des gens qui vont s'en venir ici pour 1h30. Fait que on n'a pas le choix de vous donner 2 heures off. Est-ce que c'est bon? Non. Fait que on se rejoint ici à 1h30. Qui va être présent pour la formation cet après-midi? Ça comprend pas exactement. Acheteurs. Cet après-midi, on passe 2 heures sur les acheteurs. C'est moi qui vais te former, Peter. OK. Je réussis sans faute. Hein. Yes. Un outil, J'en ai pas parlé. un outil qu'on a oublié de vous présenter. Si vous êtes agenda électronique, mais que vous aimeriez avoir une vue d'ensemble, ou moi je dis toujours, si vous êtes agenda papier, puis que vous avez acheté un agenda un jour à la fois, moi je ne suis pas fervente de ça, je suis plutôt fervente d'un agenda où vous allez voir votre semaine. Sauf que si vous avez déjà acheté votre agenda, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un sous-main. Puis agenda électronique, agenda à la semaine ou n'importe quoi, le sous-main, moi je le trouve très agréable parce que vous avez une vue d'ensemble de votre mois. Vous indiquez les activités qui sont récurrentes. À tous les mardis, j'ai telle activité. Le jeudi soir, j'ai telle activité. Vous voyez vraiment la vue d'ensemble sur votre bureau, près de votre téléphone. Donc, c'est un outil qui coûte 10 et qui vous aide à mieux performer. C'est bon? Bon appétit! On se voit tantôt à 1h30. Merci.